les roches de la croûte océanique et de la croûte continentale. Quelles sont les principales roches constituant la croûte terrestre? Cette croûte terrestre est séparée en deux types de croûtes que l'on appelle la croûte océanique, d'une part, qui est dans le fond des océans, et d'autre part, la croûte continentale. Alors, sachant que la limite entre les deux n'est pas forcément très nette, mais se fait au niveau de ce que l'on appelle le plateau continental. Donc après le plateau continental, on peut considérer qu'on arrive dans la croûte océanique. Alors juste un rappel, c'est que concernant la structure de la Terre, il y a trois couches principales. La première couche, qui est la plus superficielle tout autour de la Terre, eh bien, c'est ce que l'on appelle la croûte terrestre, qui est séparée, comme je viens de vous le dire, en croûte océanique et en croûte continentale. Sous la croûte terrestre, il y a le manteau, et sous le manteau, il y a le noyau. Donc trois couches principales. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles roches constituent d'une part la croûte océanique et d'autre part la croûte continentale. Donc nous avons vu dans un autre cours donc le contraste entre domaine océanique et domaine continental. Eh bien, ce contraste se poursuit en étudiant donc ce que l'on appelle les roches. L'étude des roches s'appelle la pétrographie. Pétrographie, étude des roches. Donc, concernant cette croûte terrestre, séparée en croûte océanique et croûte continentale, il y a très souvent, au-dessus de ces deux socles continentaux et océaniques, les socles, on verra de quelles roches sont constitués ces socles, eh bien au-dessus de ces socles, cette structure de base en fait, eh bien il y a souvent des roches sédimentaires. Surtout si vous allez sous les fonds océaniques, vous savez bien qu'il y a des micro-organismes qui vont, à leur mort, s'accumuler dans le fond des océans pour donner différentes roches sédimentaires, par exemple, telles les calcaires que l'on trouve sur les côtes de Normandie, par exemple. Bon, mais sous ces roches sédimentaires, il y a ce qu'on appelle le socle. Ça veut dire la roche qui constitue au fond des océans et en enlevant les sédiments, eh bien, au niveau de la côte océanique, ce sera du basalte. Avec sous le basalte, on en parlera après, il y a des gabbros. Enfin, on en parlera après. C'est-à-dire qu'on verra quels minéraux constituent ces roches gabbros et basalte. Et sous les roches sédimentaires, lorsque vous êtes sur la croûte continentale, eh bien, on trouve un socle constitué par du granit. Alors, que ce soit basalte, gabbro ou granit, ce sont trois roches, pas sédimentaires, mais trois roches magmatiques. C'est-à-dire qui proviennent, une fois que le magma a subi des transformations, refroidissement plus ou moins important, cristallisation lente plus ou moins importante, etc., eh bien ces trois roches vont donner soit du basalte, soit du gabbro, soit du granit. Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, on peut se poser le problème suivant. Quelles sont les caractéristiques de ces trois types de roches magmatiques que sont les roches basalte, qui proviennent d'un volcanisme, gabbro et granit? Alors, nous allons essayer de comprendre, d'étudier, de calculer même, d'observer. Alors les calculs se feront par exemple pour déterminer la densité de ces roches. Alors on va dans un premier temps, donc je répète, calculer la densité de ces roches, puis nous allons observer à l'œil nu ces roches, et puis observation au microscope polarisant, observation de l'âme mince de chacune de ces roches. Donc nous allons pouvoir dégager quelques informations, et quelles informations, justement, ces caractéristiques vont nous apporter. Alors, commençons par comparer la densité des roches des croûtes océaniques et des croûtes continentales. Donc, il s'agit d'une activité pratique que vous allez pouvoir faire en laboratoire, ou bien vous amuser chez vous, si vous avez directement les valeurs de masse et de volume, eh bien vous amusez à faire des calculs.
de densité. Alors vous pouvez même, chez vous, si vous avez une balance, si vous avez un morceau de granit, de basalte, de gabbro, ou un autre élément de votre choix, vous pouvez vous amuser à calculer la densité de cet élément-là. Ça peut être un œuf, par exemple, pour vous exercer, lorsque vous serez en cours ou en examen, pour vous exercer bien, à calculer, à déterminer, à calculer par manipulation, calculer la masse, le volume, et donc la masse volumique, et donc la densité de la roche. On rappelle qu'une densité n'a pas d'unité. Mais ça revient au même si on veut calculer la masse volumique. Quand on veut calculer une masse, comment est-ce qu'on calcule une masse? Bon, différentes méthodes, mais entre autres, vous prenez une balance, vous mettez la roche dessus et vous pesez. Ça vous donne directement la masse. Et puis, si vous voulez connaître le volume de cette roche, alors il y a plusieurs possibilités. Là, je vais vous en proposer une qui est relativement fiable, alors que autrefois on faisait des calculs avec une éprouvette, il fallait mesurer les différences de hauteur d'eau, puis déduire que ça correspondait à la masse, enfin au volume plutôt de la roche, et donc c'était souvent source d'erreur. Alors, donc ce que vous faites, donc on va déterminer donc la densité de la roche, mais avant on va calculer la masse volumique de la roche. Alors en fait, quand on dit on va calculer la densité, mais avant on va calculer la masse volumique, en fait c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la masse volumique, on retire les unités, on a directement la densité. Voilà, c'est comme ça. Alors, première étape, donc vous allez peser l'échantillon de la roche. Donc vous avez une certaine masse M en grammes. Alors, j'ai fait une vidéo, ça s'appelle Archimède et le volume d'une roche. Donc si vous voulez bien comprendre cette méthode, qui est détaillée, sans schéma, c'est juste explicatif, bien allez voir cette vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, je crois. Alors, donc, vous avez pesé, donc vous avez une masse M en grammes, et maintenant il vous manque le volume. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Alors, autrefois, je vous donne la technique d'autrefois, que vous n'allez pas faire aujourd'hui et que l'on va expliquer ensemble. Mais autrefois, lorsque vous aviez une masse, enfin le volume d'une roche à déterminer, vous preniez un petit morceau de roche et vous aviez une grande éprouvette graduée. Donc vous mettiez le petit morceau de roche dans l'éprouvette et puis vous remplissez, enfin avant de remplir, en fait, avant de mettre la masse, avant de mettre la roche, vous remplissez avec de l'eau, par exemple vous mettez à une certaine hauteur, 50 ml, 100 ml, bon, ça dépend de votre éprouvette, donc une grosse éprouvette à gros diamètre. Et puis ensuite vous mettez, donc vous repérez la quantité d'eau qu'il y a sans la masse, sans la roche, vous introduisez la roche et vous déduisez le volume en faisant la différence entre le volume final, qui a augmenté du fait qu'il y a une roche dans votre éprouvette, donc c'est obligé qu'un certain volume d'eau, qu'un certain volume augmente, et donc du coup le niveau de l'eau se déplace vers une certaine hauteur. Vous faites la différence entre les deux volumes et ça vous donne le volume de la roche. Puis ensuite, vu que vous aviez calculé la masse avant, vous divisez, vous faites masse volumique, donc vous divisez la masse par le volume, vous faites masse sur volume égale ρ, on va dire la densité, et vous obteniez une certaine valeur, mais qui n'était pas très fiable. C'était source d'erreur et de confusion très souvent. Déjà parce que, bon, il faut mettre dans l'éprouvette qui a un certain diamètre, mais c'est pas très gros, le diamètre de l'éprouvette n'est pas très important. Et ensuite, votre masse était relativement faible pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur de l'éprouvette. Ça vous donnait des valeurs, c'est vrai, des valeurs approximatives, mais pas très fiables. Alors que là, la méthode que je vous propose, et que je vous explique dans une autre vidéo, eh bien, est relativement fiable, et vous pouvez vous fier à cette valeur et raisonner de la meilleure des façons ensuite. Donc vous placez un bécher qui contient de l'eau sur la balance et vous faites la tare.
Donc vous placez un bécher, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être ça peut être un récipient quelconque, peu importe. Donc vous mettez de l'eau dans ce bécher, on va dire le bécher, un bécher assez large, et puis vous faites vous pesez évidemment, vous faites la tare, ça veut dire vous appuyez sur une touche pour que le 0 soit marqué. C'est ça faire la tare. C'est si par exemple vous introduisez sur une balance une certaine masse, eh bien la balance va noter la masse. Mais vous avez souvent un petit bouton pour appuyer où c'est marqué tare. Vous faites la tare. Donc ça veut dire vous ramenez la valeur à 0. C'est comme s'il n'y avait rien sur la balance en fait. Donc ce qui fait que ce que vous allez poser après, ça vous donne une certaine masse. Et puis vous plongez l'échantillon dans le bécher sans qu'il ne touche les bords. Alors pour ça, il faut une technique un petit peu spéciale. Vous allez attacher avec une ficelle de masse négligeable la roche et puis vous la fixez à une potence par exemple et vous abaissez la potence pour que l'échantillon de roche se retrouve dans l'eau mais sans toucher les bords ni le fond. Voilà. Et vous relevez l'augmentation de la masse en grammes sur la balance, et vu que l'eau c'est 1 gramme, la densité de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube, ou par millilitre, hein, c'est pareil, et bien c'est comme si cette masse que vous avez relevée, après avoir introduit la roche, c'est comme si vous aviez le volume de la roche. Et ça donne une valeur qui est relativement exacte. Donc cette valeur est équivalente au volume d'eau qui est déplacé, d'après le principe d'Archimède, que vous connaissez bien, et donc au volume de l'échantillon de la roche, V, que vous exprimez en millilitres, par exemple. Et donc, pour déterminer la masse volumique, vous faites M sur V, donc la masse de votre échantillon divisée par le volume que vous avez déduit, enfin calculé, pas calculé, mais lu sur la balance en tout cas, et vous en déduisez donc la densité. Par exemple, donc les valeurs que vous avez pu repérer sont, alors on va commencer par les roches de la croûte continentale. Alors roches de la croûte continentale, il y a du granit. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans un autre cours, lorsque l'on avait étudié le contraste entre domaine océanique et domaine continental. On avait bien vu que au niveau du socle de la croûte continentale, on avait du granit. Donc, la masse du granit, par exemple, que vous avez relevé, imaginons c'est 155,2 grammes. Et imaginons le volume en millilitres était de 58,7 grammes. Eh bien, vous faites vous calculez la densité, la masse volumique, et puis que vous allez transformer en densité, et ça vous donne donc 155,2 divisé par 58,7, on obtient 2,64. Alors, pas d'unité, mais si c'est la masse volumique, on aurait en grammes par millilitre. Ça vous ferait 2,64 grammes par millilitre. Et la densité, c'est 2,64, sans unité. Vous avez compris? Bon. Voyons maintenant les roches, la densité des roches de la croûte océanique. Donc croûte océanique, on avait dit il y a du basalte, et sous le basalte, il y a du gabbro. Et sous le gabbro, il y a quoi? Et on arrive dans le manteau. Donc c'est plus la roche de la croûte. Donc on ne va pas calculer la densité de la péridotite, qui est la roche du manteau. Mais simplement, on fait basalte et gabbro. Alors le basalte, imaginons la masse était 160,5. Le volume d'eau déplacé, et en grammes, ça vous donne la masse, ça vous donne le volume, 53,3 millilitres. Vous calculez la masse volumique, ça vous donne 3,01 grammes par centimètre cube, ou par millilitre plutôt, enfin c'est pareil. Et puis donc la densité, c'est 3,01. Et ensuite, sous le basalte, il y a du gabbro, au niveau de la croûte océanique. Donc imaginons la masse 140,1.
et le volume 47,5. Vous déduisez que la densité c'est 2,94. Donc voilà, donc ces valeurs sont relativement importantes, ça vous donne une idée de la densité de chacune des roches. Granit 2,64, basalte 3,01, donc ça veut dire que le basalte est plus lourd que le granit. Et gabbro, vous avez 2,94, et puis basalte, vous avez 3,01. Alors comme le basalte est sur le gabbro, il devrait être plus léger. Et là vous apercevez que le basalte est plus lourd, enfin la densité est plus lourde que celle du gabbro. Alors pourquoi? Bon, on ne va pas philosopher, on ne va pas faire d'hypothèse, hein, parce que c'est dû, alors soit c'est dû au fait que les valeurs ne sont pas forcément exactes. Hein, les roches ne sont peut-être pas agencées comme on le souhaiterait, ou on a pu faire des erreurs de manipulation, ou bon bref, il y a plein d'hypothèses, hein, aussi absurdes les unes que les autres, ou aussi intelligentes les unes que les autres. Bon voilà, donc pour la densité, hein, donc on a vu que cette densité, elle est variable, évidemment, puisque toutes les roches n'ont pas la même composition, mais ça on n'est pas obligé de le savoir. Mais cette densité différente nous montre que on a sans doute des structures, donc que ce soit une composition chimique ou composition minéralogique, très certainement que ces trois types de roches n'ont pas ces mêmes compositions chimiques et minéralogiques. Alors, ce que nous allons faire, en fait, nous allons essayer d'observer des roches à l'œil nu, d'abord, et puis au microscope polarisant. Alors, ces roches magmatiques, que sont le basalte, les gabbros et le granit, sont formées par refroidissement d'un magma. Donc, un magma qui va donner ces roches volcaniques et ces roches plutoniques. Le magma, il refroidit rapidement, ou plutôt plus ou moins rapidement. Il donne des roches avec des textures grenues, c'est-à-dire constituées par des petits grains, en fait, et ces petits grains sont des minéraux, ou bien la texture peut être microlithique, ça veut dire que vous allez avoir, dans certaines roches, vous allez avoir des petits minéraux, mais vous allez avoir également une structure qui ressemble plus à une pâte, et dans laquelle vous allez avoir certains microlithes. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, cette texture grenue, elle peut être reconnue à l'œil nu et également au microscope polarisant. Alors, la texture grenue, en fait, à l'œil nu, on peut voir donc de gros cristaux qui sont assemblés les uns aux autres. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de pâte amorphe entre les cristaux. Là, ça veut dire que la roche, elle est bien cristallisée, entièrement cristallisée, et ça veut dire que ce magma, en fait, qui est à l'origine de la texture grenue à l'œil nu, ça veut dire que ce magma a refroidi totalement, sans doute lentement, en profondeur, voilà, pour former des cristaux qui ont atteint leur maturité, entre guillemets, totalement, en tout cas en profondeur. Et lorsque vous avez une texture microlithique à l'œil nu, eh bien ça veut dire que des cristaux plus ou moins nombreux peuvent être visibles, mais la roche, elle apparaît en grande partie constituée par une espèce de pâte amorphe qui semble relativement homogène. Bon, ça c'est ce que l'on peut voir à l'œil nu. La texture peut donc être grenue ou microlithique. Alors, on va déterminer après, pour les roches des croûtes océaniques et continentales, de quelle texture il s'agit. Mais là, pour l'instant, je vous donne simplement des informations, vous dire que l'on va utiliser à l'œil nu, eh bien, le fait que vous allez pouvoir déterminer la texture, elle sera soit grenue, soit microlithique. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez observer au microscope polarisant
Alors, je vais vous donner quelques explications tout à l'heure concernant l'utilisation d'un microscope polarisant. Eh bien, vous allez voir que les minéraux, eh bien, sont plus ou moins jointifs lorsque la texture est grenue. Et vous allez voir qu'ils apparaissent un peu comme les pièces d'un puzzle et qu'il n'y a pas de zone non cristallisée séparant les cristaux. Donc ça veut dire que les cristaux sont entièrement jointifs et il n'y a pas d'espace entre les cristaux. Les cristaux occupent tout l'espace en fait de la roche. Et lorsque vous avez une texture microlithique et que vous regardez au microscope polarisant, donc telle ou telle roche, par exemple ce sera le cas du basalte, si vous avez une texture microlithique, alors que la texture grenue, entre parenthèses, je peux anticiper, on aura les gabbros et puis les granites. Bon. Et puis la texture microlithique, on aura les basaltes. On aurait pu parler de l'andésite aussi, qui fait partie de la croûte, mais on ne peut pas tout faire. Bon. Mais parce que l'andésite, en fait, c'est un cas spécial qui provient d'un volcanisme explosif, en fait. Alors que les basaltes, ça correspond plus au socle de la croûte océanique, du fait que les basaltes sont formés au niveau des dorsales océaniques. C'est à cet endroit-là que la croûte océanique se forme. C'est pour ça que par endroits, les andésites provenant de volcanisme explosif se retrouvent sur la croûte continentale, sur la croûte océanique, et même sur la croûte continentale, quelquefois. Mais bon, on ne peut pas tout expliquer, ça c'est juste une parenthèse. Donc si vous regardez au microscope polarisant une texture microlithique, eh bien vous allez voir quelques grands cristaux. Alors lorsqu'un cristal est relativement grand, on l'appelle un phénocristal. Donc il y a des phénocristaux. Par exemple, lorsque vous avez la texture grenue que vous avez observée au microscope polarisant, vous n'aviez que des gros cristaux qui s'appelaient des phénocristaux. Alors au microscope, ça reste petit au microscope, mais quand même à l'œil nu, ce sont quand même des cristaux qui sont relativement grands. Et que l'on peut appeler phénocristaux, pourquoi pas. Donc ces phénocristaux, dans la texture microlithique observée au microscope polarisant, eh bien sont bien visibles et ils sont séparés par des zones qui ne sont pas cristallisées et dans lesquelles on distingue de très nombreux petits cristaux que l'on appelle des microlithes. Et ces microlithes sont de très petite taille et reflètent, ce sont des cristaux qui n'ont pas fini de grandir. Pourquoi ? Parce que ce magma qui a refroidi, s'il refroidit trop rapidement, par exemple lors de la remontée dans les cheminées au niveau des poches de magma qui remontent pour venir s'épancher en surface et former des roches basaltiques, admettons, eh bien ça veut dire que ces cristaux n'ont pas eu le temps de se former entièrement, de grandir, de croître, tout simplement parce que le refroidissement a été trop brutal. Voilà. Lorsque vous avez par exemple de la lave de type basaltique qui s'épanche des fonds océaniques au niveau des dorsales, qui s'épanche dans les fonds océaniques au niveau des dorsales, mais ça veut dire que ce magma qui arrive, qui a la composition chimique d'un magma, qui a la composition cristalline d'un magma, minéralogique en fait, d'un magma type basalte, entre guillemets, c'est juste entre guillemets, eh bien ça veut dire que le refroidissement se fait rapidement au contact de l'eau qui est très froide. Bon. Donc voilà. Bon, donc les petits microlithes, ce sont des cristaux qui ont commencé à grandir, mais qui n'ont pas fini leur croissance. Autrement dit, là, vous avez trois choses à remarquer, c'est que vous avez des phénocristaux, vous avez des microlithes qui sont des microcristaux, et puis qui sont des petites baguettes, en fait, ça ressemble à des petites baguettes, et puis vous avez du vide, enfin pas du vide, mais une pâte amorphe qui ne contient aucun cristal. Voilà. Donc autrement dit, on va déterminer donc tout à l'heure pour chaque roche, donc la texture à l'œil nu, grenue ou microlithique, on va voir si le basalte, le gabbro, le granit ont une texture microlithique ou grenue. Et on va voir la texture au microscope polarisant, voir un petit peu quelles informations on peut obtenir, et puis voir également quels minéraux
constituent en fait ces roches. Bon, donc voilà. Alors avant de déterminer en fait au niveau du basalte et du gabbro, parce qu'on va commencer par basalte et gabbro, quelles sont les principales roches de la croûte océanique? Eh bien basalte et gabbro, hein, on l'a dit. Ensuite on s'occupera de la croûte continentale. Bon, où là on va déterminer la composition chimique, puis la composition minéralogique. Mais avant, je voudrais vous expliquer, alors ça va peut-être être un petit peu long, bon je vais essayer de pas être trop long. J'ai du mal à parler aujourd'hui, vous avez remarqué, hein, je suis un peu fatigué, épuisé. Bon, bref, peu importe, faut pas se plaindre. Alors, donc je vais vous parler un petit peu de pétrographie pour vous faire comprendre l'intérêt du microscope polarisant, etc. Alors, est-ce que à chaque fois qu'on va étudier la structure d'une zone spéciale, je vais vous reparler de pétrographie, vous détailler les principes de la pétrographie avec l'identification des minéraux, éventuellement vous proposer des lames minces si vous voulez vous exercer pour le plaisir ou pour juste avant un examen. Bon. Donc, pétrographie. Quelques mots, je répète, avant de déterminer la composition chimique et la structure minéralogique, la composition minéralogique plutôt, des roches de la croûte océanique d'une part, puis de la croûte continentale d'autre part. Quels sont les principes de la pétrographie, c'est-à-dire de l'étude des roches? Alors, si vous regardez, si vous avez compris en fait un peu le fonctionnement du cycle des roches, vous savez qu'il y a des roches sédimentaires, des grès, par exemple sédimentaires, vous pouvez avoir du basalte, vous pouvez avoir du granit, vous pouvez avoir des gneiss, des schistes, etc. Autrement dit, vous avez des roches qui peuvent être sédimentaires, des roches qui peuvent être métamorphiques et des roches qui peuvent être d'origine plutonique plutôt. Magmatique, en fait, plutonique, magmatique. Bon. L'objet de l'étude, c'est pas ça. Mais la pétrographie, c'est la science qui a pour objet l'identification, la détermination des caractéristiques des roches. Autrement dit, la pétrographie, ça permet de décrire les roches, leur classification et leur origine. Donc, cette description des roches signifie qu'on doit connaître les minéraux constituant ces roches. Donc, c'est obligé que la pétrographie passe, pour décrire les roches, par la reconnaissance des minéraux qui constituent ces roches. C'est obligé. Donc on peut observer macroscopiquement, c'est-à-dire à l'œil nu, mais on peut observer également au microscope, mais on ne regarde pas directement une roche au microscope, il faut faire ce que l'on appelle une coupe très très fine de cette roche que l'on met sur une lame mince. Lame mince, ça veut dire une lame, et sur cette lame il y a une très mince couche de roche. Et on observe au microscope polarisant. Pourquoi? Parce que c'est le microscope polarisant qui va nous, je vais vous expliquer après, qui va nous permettre de bien déterminer les structures, les caractéristiques de la structure des minéraux et permettre de déduire les minéraux et donc de déduire indirectement quel type de roche éventuellement, à quel type de roche éventuellement on avait affaire. Parce que si on a la roche, on peut déterminer à l'œil nu des choses, des minéraux, les reconnaître, mais si on n'a pas la roche, si on a juste la lame mince, sans nom, sans rien, on ne sait pas de quelle roche ça provient. Et en examen, vous pourriez avoir une lame mince et vous pourriez déterminer, vous allez pouvoir déterminer la structure de la roche, les minéraux, et puis déduire à quelle roche cette lame mince appartient. Voilà. Donc vous avez un microscope polarisant qui va vous permettre d'observer des structures de manière un peu particulière, je vais vous en parler après. Donc c'est ce que l'on appelle, donc ceci est du ressort de la cristallographie et de la minéralogie qui fait l'objet de ce que je vous explique en ce moment. Donc voilà pour les grands principes de la pétrographie. Concernant cette pétrographie elle-même, alors maintenant, cristal et minéral, alors c'est quoi la différence entre cristal et minéral? Bon. Un cristal, c'est un solide qui est homogène, dont les atomes sont assemblés de manière ordonnée. Les atomes sont assemblés de manière ordonnée.
ce qui n'est pas du tout le cas chez le verre, par exemple le verre volcanique, de la matière amorphe et désordonnée. Bon. Ça veut dire que le verre volcanique, par exemple, c'est de la matière, on dit amorphe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien, tout est désordonné. Bon, eh bien un cristal, c'est un solide, voilà, ça peut être une roche, ça peut être, dont les atomes sont assemblés de manière très ordonnée. C'est pour ça qu'on parle de cristal. Il est défini par une composition chimique qui est relativement complexe. Et pourquoi ? Parce que des atomes vont se substituer les uns les autres dans la structure même du cristal. Alors on peut parler de solution solide, et pour un cristal donné, les éléments substituables sont notés entre parenthèses dans la composition chimique. Par exemple, si on veut illustrer ce que je vais vous dire, ce que je vous dis, eh bien dans les minéraux qui sont ce que l'on appelle des ferromagnésiens, donc ça veut dire qu'ils contiennent une quantité relativement importante de fer et de magnésium, eh bien le magnésium et le fer sont interchangeables. Ça veut dire qu'on peut avoir plus de fer dans certaines roches, dans certains cristaux, et plus de magnésium, ou bien des quantités 50-50, ou bien 75-25, etc., etc. Par exemple, si on prend l'olivine, sa formule globale, générale, c'est entre parenthèses Mg, Fe. Donc vous mettez une parenthèse, Mg, Fe, et vous fermez la parenthèse. Et en petit indice, il faut marquer 2. Et ensuite, vous marquez SiO4. Si pour le silicium et O pour l'oxygène. Donc autrement dit, on a MgFe2, SiO4. Ce qui indique que la formule chimique va varier entre Mg2SiO4, et là, vous allez voir que dans ce cristal, il n'y a pas de fer. Vous avez également une formule qui peut être Fe2SiO4, et dans ce cas-là, on n'a pas du tout de magnésium. Donc là, entre Mg2SiO4 et Fe2SiO4, vous avez les deux extrêmes correspondant à deux roches différentes. Et puis entre les deux, vous avez des proportions variables de magnésium et de fer. Donc vous avez par exemple, on peut faire une formule MgFeSiO4. Voilà. Donc vous avez différentes quantités de magnésium et de fer qui peuvent s'interchanger, et donc qui expliquent que les formules sont compliquées. La formule par exemple de l'olivine, c'est pas du tout Mg2SiO4. C'est pas que cela. Mais Mg2SiO4 est de l'olivine. Et l'autre extrême, Fe2SiO4, est de l'olivine aussi. Et puis MgFeSiO4 est de l'olivine aussi. Vous voyez, donc au sein d'un cristal, eh bien, on a des variations qui peuvent être plus ou moins importantes et qui vont vous donner des roches différentes, enfin des cristaux différents, mais qui seront tous à classer dans l'olivine. Bon, je sais, j'explique un peu trop, mais bon. Alors, donc on a vu pour le cristal. Le minéral, eh bien, c'est un cristal qui existe dans la nature et caractérisé à l'échelle macroscopique par des formes géométriques régulières. Ces formes sont le résultat d'un placement précis et répétitif des atomes, des ions ou des molécules dans l'espace au sein du minéral. Voilà, autrement dit, ça peut être, si vous prenez par exemple du cristal de roche, eh bien, c'est un minéral qui est relativement pur, qui correspond par exemple à de la silice pure, relativement pure. Donc voilà pour la différence globale entre cristal et minéral. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, on va observer au microscope polarisant. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, un microscope polarisant, il est équipé de deux filtres polarisants. Il y aura un analyseur et un polariseur. Alors, l'un est situé en dessous de l'autre,
l'un est situé en dessous de l'autre, en fait, il est situé en dessous de la platine. C'est ce que l'on appelle le polariseur. Et l'autre est situé au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'analyseur. Donc la lame de roche peut être observée avec seulement le polariseur, ça veut dire on ne met pas l'analyseur, et à ce moment-là, on observe en lumière polarisée, non analysée, si on enlève l'analyseur, normal. Ou bien, la lame de roche peut être observée avec les deux filtres. À ce moment-là, on a le polariseur et l'analyseur. Et à ce moment-là, vous êtes en lumière polarisée analysée. À noter que le polariseur, il est rotatif, vous pouvez le tourner. Bon. Autrement dit, vous avez un microscope. À la sortie de la lumière, vous mettez, donc vous avez l'éclairage, et puis vous mettez le polariseur. C'est un petit disque qui ressemble à un négatif. Un négatif, vous savez, quand il y avait des négatifs des appareils photo. Ça ressemble un petit peu à ça. Et puis l'analyseur, eh bien, vous le mettez pas très loin de l'oculaire. Voilà, vous avez l'oculaire. Et puis vous avez un endroit qui est réservé au niveau des microscopes pour placer l'analyseur. Il suffit de... C'est un petit peu plus bas que l'oculaire. Vous avez une petite tirette que vous tirez, vous placez l'analyseur dedans. Et puis voilà, vous avez à la fois votre analyseur et polariseur. Bon. Donc la mise en place de la lame sur la platine, on se place en LPA. Donc avant la mise en place de la lame sur la platine, il faut se placer en lumière polarisée analysée, donc vous mettez les deux, puis tout en observant dans l'oculaire, vous pouvez tourner le polariseur qui est rotatif jusqu'à atteindre le noir complet que l'on appelle l'extinction. Polariseur et analyseur sont alors croisés, vous les croisez, et ensuite on ne modifiera plus l'orientation du polariseur jusqu'à la fin du travail. Donc voilà pour le microscope polarisant. Alors, la lumière, en fait, vous savez qu'elle est formée d'ondes vibrant dans toutes les directions. Et les filtres polarisants ne laissent passer la lumière que dans un seul plan de vibration. C'est ce qu'on appelle le plan de polarisation. Donc vous avez, autrement dit, vous avez de la lumière non polarisée. Vous avez un filtre de polarisation linéaire avec un passage vertical. Et vous avez de la lumière qui est polarisée linéaire avec un plan d'oscillation bien précis. Donc, si par exemple vous croisez perpendiculairement le polariseur et l'analyseur, comme c'est le cas dans un microscope polarisant, eh bien plus aucune lumière ne va passer. C'est ce que l'on appelle l'extinction. Sauf si on place entre les deux filtres une lame de roche dont les minéraux vont dévier le plan de polarisation imposé par le polariseur. Et c'est tout là l'intérêt d'observer avec un microscope polarisant. Donc vous pouvez avoir un polariseur et l'analyseur dans la même direction. La lumière polarisée va traverser l'analyseur. Vous pouvez avoir le polariseur et l'analyseur orientés perpendiculairement. La lumière polarisée est arrêtée par l'analyseur. Vous avez ce que l'on appelle l'extinction. Vous pouvez avoir polariseur et analyseur perpendiculaires. La lumière polarisée est déviée par la lame de la roche traversée. Donc la lumière polarisée est déviée par la lame de roche traverse l'analyseur. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, toujours concernant ce microscope polarisant, eh bien, la plupart des minéraux sont, on dit, biréfringents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils transforment la lumière polarisée en deux vibrations qui vont se propager dans des plans différents et à des vitesses différentes. Et ces deux vibrations vont interférer entre elles et produire une lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur est caractéristique du minéral. Et ce qui va être très important pour vous déterminer
en fait la nature des minéraux. Bon, c'est pas forcément très simple. Alors ensuite, on pourrait voir donc la forme des cristaux, la forme, la taille et le faciès des minéraux. Alors cristaux, minéraux, hein, on balance de l'un à l'autre, là on va parler de minéraux. Donc dans une roche magmatique, il est très peu probable que toutes les faces des cristaux soient parfaitement rectilignes. C'est rare, c'est très rare. Si vous prenez un marteau et que vous cassez la roche, vous allez obtenir des cristaux, selon la nature de la frappe, selon la force de la frappe, etc. C'est rare que vous ayez des minéraux rectilignes. Donc du fait qu'ils sont gênés mutuellement également, c'est important. Lors de leur croissance, hormis pour les premiers cristaux formés, on utilisera pour décrire ces formes cristallines observées au microscope les termes de rectangulaire, de carré, d'hexagonal, d'arrondi, en forme de diamant, etc. Donc vous pouvez avoir des formes hexagonales, des formes arrondies, des formes rectangulaires. Ça dépend des cristaux évidemment. Donc à noter que dans les roches magmatiques, les cristaux de grande taille, que l'on appelle les phénocristaux, se sont formés lors du refroidissement lent du magma en profondeur. Alors que les cristaux plus petits, que l'on appelle des microlithes, ont eu moins de temps pour se développer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Le refroidissement a été plus rapide concernant ce magma lors de la remontée vers la surface. Donc évidemment, ces cristaux ont eu moins de temps pour se développer, vu que le refroidissement a été rapide lors de la remontée. C'est évident. Le verre volcanique, quant à lui, qui apparaît noir en lumière polarisée analysée, et que l'on verra par exemple dans des basaltes, c'est de la matière amorphe qui n'est pas cristallisée et qui est issue du refroidissement brutal en surface du magma. Ça veut dire que ce magma, en fait, il a la capacité, il a la potentialité, entre guillemets, de former des cristaux, si on lui en laisse le temps. Mais si le refroidissement est tellement rapide, est trop rapide, à ce moment-là, on a toujours cette espèce de matière amorphe, mais aucun cristal, même pas des cristolithes, n'ont eu le temps de se former. Mais si le refroidissement est un petit peu lent, alors parmi ce verre volcanique, ce magma amorphe, en fait, la cristallisation peut se faire, des petits microcristaux vont pouvoir apparaître, qu'on appelle des microlithes. Et si on remonte un petit peu dans le temps, il y a même des phénocristaux, donc de gros cristaux, qui ont pu se former, qui ont pu grandir en fait de manière relativement importante. Voilà, donc si on regarde sur une lame mince quelconque ce que l'on appelle la texture microlithique, notamment au niveau d'un basalte, on voit bien ces gros cristaux qui sont les phénocristaux, c'est le terme général pour dire gros cristal. On voit bien du verre, des microlithes. Après, quand je vous dis c'est un phénocristal, il faut trouver le nom. Mais le nom, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on parle quelquefois de faciès. Le faciès se rapporte à la forme tridimensionnelle du cristal. Ça peut être en forme d'aiguille, on dit aciculaire, prismatique, aplati, dans ce cas on peut dire tabulaire, ou bien pyramidal. Un minéral peut avoir plusieurs faciès différents dans une roche. Donc les faciès, ça peut être isométrique, pyramidal, prismatique, tabulaire, aciculaire. Dans les roches métamorphiques, mais que l'on ne va pas étudier aussi, c'est à titre indicatif, les minéraux peuvent avoir été soumis à des pressions très très fortes à froid qui les ont déformés. Ils peuvent être alors à ce moment-là aplatis et longiformes. Mais bon, on n'en parle pas. Quant à la couleur et au relief des roches, des minéraux, bien que colorés dans l'échantillon macroscopique, de nombreux minéraux peuvent apparaître incolores en lame mince. Donc certains minéraux fréquents absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière et sont donc facilement identifiables par leur couleur en lumière polarisée non analysée ou en lumière polarisée analysée. Comme les cristaux ne sont pas tous orientés ni coupés de la même façon dans une lame mince, un minéral peut montrer plusieurs couleurs ou plusieurs nuances au microscope polarisant.
notamment lorsque vous observez en lumière polarisée analysée. Eh bien, la teinte de minéral peut également varier. On parle de pléochroïsme quand on tourne la platine qui porte l'échantillon de roche, car on modifie son orientation par rapport au plan de polarisation de la lumière. Bon, c'est pas évident. Donc vous pourriez prendre un exemple de la biotite. Si on tourne la platine à 90 degrés, on voit bien que la couleur verte que l'on décrira après dans la biotite, eh bien, passe à une couleur beaucoup plus foncée. Donc les minéraux incolores, ayant des indices de réfraction similaires ou proches de celui du milieu de montage, ne présentent pas de limite épaisse et bien visible. On parle de minéral à faible relief. Ça veut dire que on a l'impression que tout est dans le même plan, en fait. On n'a pas l'impression qu'il y ait du relief. Donc c'est le cas du quartz. Quand vous coupez, on peut très bien avoir l'impression qu'il n'y a pas de relief dans les différents minéraux de quartz qui sont jointifs les uns aux autres, les uns par rapport aux autres. A l'inverse, donc lorsque vous pouvez avoir des minéraux à fort relief, comme le grenat par exemple, mais qu'on ne décrira pas aujourd'hui, comme qui montre un contour relativement épais. Ensuite, chose très importante qui vont correspondre à des critères d'identification, notamment pour les minéraux qu'on appelle des plagioclases, mais qu'on pourrait en parler également de l'orthose. Eh bien, beaucoup de minéraux vont former ce que l'on appelle des macles. Eh bien, ce sont des cristaux jumeaux du même minéral orientés dans des directions différentes. On observe au microscope des teintes différentes au sein du minéral. Pourtant, c'est le même minéral. Et lorsque la macle est répétée plusieurs fois, on parle de macle polysynthétique ou multiple, et ce sera le cas par exemple des plagioclases. Donc des feldspath plagioclases que nous décrirons tout à l'heure. Un minéral va présenter ce que l'on appelle une zonation quand on peut observer des changements entre le cœur et la périphérie du cristal. Donc vous pouvez avoir par exemple des macles d'un minéral qu'on appelle le pyroxène. Vous pouvez avoir une zonation également de certains minéraux. Bon. Autre chose, c'est que quelquefois, il y a des clivages dans les minéraux. En effet, de très nombreux minéraux vont se fragmenter suivant certains plans de faiblesse dont les positions sont déterminées par la structure atomique du minéral. Entre les plans de clivage, eh bien, vous avez des liaisons atomiques faibles par rapport à celles qui sont situées à l'intérieur du plan. Donc ça induit certains clivages. Dans les minéraux coupés perpendiculairement au plan de clivage, eh bien, ces cassures vont apparaître au microscope sous forme de lignes foncées et de lignes parallèles. Dans ce cas, ça peut être des critères de reconnaissance très importants. Donc certains cristaux vont avoir plusieurs plans de clivage, dont l'angle formé par deux d'entre eux peut être caractéristique d'un minéral. C'est le cas par exemple d'un pyroxène. Vous avez des angles de 90 degrés entre deux plans de clivage. Et c'est un critère très important de reconnaissance. Alors, maintenant, donc, ce que l'on va faire, c'est que nous allons essayer d'identifier des roches, pas des roches, mais les cristaux, donc au niveau des basaltes. Donc on va voir la composition chimique et la composition minéralogique du basalte et du gabbro. Alors on rappelle que basalte et gabbro sont les principales roches de la croûte océanique et que le gabbro est situé sous le basalte. Donc, dans les fonds océaniques, si vous allez dans les fonds océaniques, eh bien, le socle est constitué par du basalte. Vous pouvez avoir des roches sédimentaires au-dessus, mais si vous enlevez la roche sédimentaire, on a bien du basalte. Donc basalte et gabbro sont des roches de la croûte océanique. Nous allons l'observer à l'œil nu et au microscope polarisant, où nous allons essayer de déterminer la texture de la roche, la composition chimique et la composition minéralogique. Commençons par le basalte. Donc si on observe un basalte à l'œil nu, qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien, on va voir quelques minéraux. Vous allez voir de l'olivine verte, des pyroxènes et des feldspaths. Donc le basalte,
en lame mince vous permet la lame mince de basalte vous permet de repérer globalement ces trois types de minéraux. Maintenant, si vous regardez à l'œil nu, eh bien à l'œil nu, c'est pas forcément évident de voir tous ces minéraux. Vous pouvez très bien avoir des basaltes où l'on ne voit pas d'olivine. Bon. Vous pouvez avoir des pyroxènes, vous pouvez en voir, des feldspats, vous pouvez en voir, mais bon, c'est pas toujours évident, ça dépend de la roche. Alors, si nous voulons identifier les minéraux, nous avons dit que dans le basalte, donc il y a par exemple de l'olivine. Alors, est-ce que vous pouvez, à l'œil nu, repérer de l'olivine dans les basaltes, à votre avis? De l'olivine, si on part de l'olivine. Alors, l'olivine, à l'œil nu, ça donne quoi? Eh bien, vous avez un minéral qui a une couleur vert olive. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, si vous avez un basalte dans votre main, vous regardez bien, vous voyez quelques cristaux par-ci, par-là. S'ils ont une couleur verte, alors plus ou moins verte, eh bien, notamment vert olive, eh bien, c'est olivine. D'ailleurs, olivine vient de olive. Et puis, vous pouvez avoir un aspect granuleux et brillant. Donc voilà à l'œil nu. Et si vous regardez l'olivine en lumière polarisée, analysée, eh bien, vous allez voir que le minéral, il est incolore, avec des traces d'altération au contour bien marquées, et il y a un fort relief. Donc, incolore, à contour arrondi, mais vous pouvez avoir également des craquelures, donc de nombreuses craquelures, et la forme généralement est arrondie, relativement arrondie ou prismatique, avec la présence de ces nombreuses craquelures. Voilà, mais déjà ça vous donne un indice pour dire que c'est sûrement, si vous voyez quelque chose qui ressemble à ce que je viens de vous dire, c'est certainement de l'olivine. Évidemment, lorsque vous avez, alors si c'est marqué olivine sur la lame mince, bien sûr vous allez dire c'est de l'olivine. Mais si on ne vous met pas le nom olivine, vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est là tout l'intérêt de savoir reconnaître de l'olivine. Lorsque vous regardez au microscope en lumière polarisée non analysée. Bon. Et ensuite, vous regardez en lumière polarisée analysée. Là, vous allez voir des couleurs qui sont très importantes, très belles, de très belles couleurs. Violet, rouge, jaune, bleu. Donc vous avez des teintes très vives. Donc, violet, bleu, jaune, rouge, etc. Et vous avez une extinction qui est droite. Bon. Et là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que c'est de l'olivine. Donc l'olivine, elle constitue les basaltes. Alors, si vous regardez bien également, vous vous apercevez qu'il y a entre ces gros cristaux d'olivine, bien des petits cristaux plus petits, ça peut être de l'olivine aussi, ça peut être autre chose, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a dans cette lame mince, eh bien, beaucoup de microlithes. Et il y a beaucoup de noir également, à l'extinction par exemple, et ce noir, c'est bien du verre volcanique qui est amorphe, qui n'a pas de structure minéralogique. Et les petits cristaux, ce sont des petits microlithes, ce sont des petits cristaux qui ont commencé à grandir. Bon, voilà. Donc dans le basalte, il y a de l'olivine. Maintenant, dans le basalte, il y a également ce que l'on appelle le pyroxène. Alors, le pyroxène, que vous allez trouver dans les basaltes, il a des caractéristiques. Si vous regardez d'abord à l'œil nu, vous allez voir qu'il y a un aspect vitreux métallique, couleur noirâtre, couleur très sombre en tout cas. Donc c'est un critère important, donc sombre, brun noir ou brun verdâtre éventuellement. Alors, dans ce pyroxène, eh bien, vous pouvez avoir donc un aspect vitreux à opaque avec des reflets métalliques. Bon,
On voit en tout cas des petits points noirs, hein. Ça vous fait penser peut-être au pyroxène que vous allez pouvoir trouver dans le basalte également. Alors si vous regardez en lumière polarisée non analysée, donc la mince évidemment, eh bien vous allez voir que des endroits qui sont légèrement colorés en beige ou en verdâtre, donc jaunâtre, beige, rosé ou vert pâle, avec des bords bien visibles. Et puis vous avez des sections souvent rectangulaires, avec des angles tronqués, avec des fissures parallèles dans la longueur du cristal, ou formant éventuellement deux plans de clivage à presque 90 degrés. Donc les cassures sont fréquentes. Et si vous regardez bien, si vous comprenez bien ce qui s'est passé, c'est qu'au départ vous avez un prisme avec des sections rectangulaires, et vous avez des angles qui sont plus ou moins tronqués à 90 degrés. Et lors du clivage, eh bien, vous avez une cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse que représente ce plan de clivage. Donc voilà pour le pyroxène en lumière polarisée non analysée. Et si vous mettez la lumière polarisée analysée, eh bien, vous allez voir des couleurs, différentes couleurs. Vous allez avoir du magenta, du orange, du jaune, du bleu. Et en fait, vous allez avoir des couleurs qui vont aller du jaune paille à l'orangé et au brun. Vous avez donc ce que l'on appelle une zonation. Ça veut dire qu'entre le jaune paille et puis l'orangé, vous allez avoir un dégradé de couleurs intermédiaire entre les deux couleurs extrêmes. Puis de l'orangé, on va aller jusqu'au brun et du magenta au bleu également. Voilà, donc vous avez toute une zonation qui est relativement régulière. Et là, c'est presque typique en fait des pyroxènes. Vous pouvez avoir des macles également, association de deux ou plusieurs cristaux identiques avec des orientations et donc des teintes différentes. Donc la zonation, hein, c'est peut-être elle qui va vous faire dire que bien vous avez du pyroxène. Donc là, vous avez déjà déterminé l'olivine, le pyroxène. Alors, quelle est la troisième roche qui constitue le basalte? Eh bien, vous allez avoir des feldspaths. Alors, il y a deux types de feldspaths. Il y a les feldspaths orthoclases et les feldspaths que l'on appelle plagioclases. Alors, on y va pour essayer de trouver ces feldspaths. Commençons par les feldspaths. Alors, en fait, on ne va pas donner de feldspaths orthoclases puisqu'on va pas pratiquement en trouver dans les basaltes. Donc les basaltes, hein, pourquoi est-ce qu'on parle de basalte? Parce que c'est bien la roche qui constitue la croûte océanique. Hein. Et on cherche à déterminer les minéraux qui sont dedans. Et on a des feldspaths plagioclases que vous repérez. Alors, feldspath plagioclase. Alors, le nom paraît compliqué, mais une fois que vous exercez à dire feldspath plagioclase, bon, c'est pas compliqué. À l'œil nu, qu'est-ce que vous voyez à l'œil nu? Eh bien, vous voyez du blanc, du gris clair, translucide, mat. Bon, vous voyez un petit agencement de ce que je viens de vous dire. Le minéral est relativement blanc ou gris clair et souvent subrectangulaire. Et il peut être translucide avec un aspect mat. Alors, bon, ça peut vouloir dire que ce sont des plagioclases. Bon, si vous avez du basalte. Hein. En fait, si vous avez du basalte, vous avez... On a dit qu'on avait de l'olivine, des feldspaths, des feldspaths qu'on est en train d'étudier, et des pyroxènes. Donc, si vous avez déterminé de l'olivine et des pyroxènes, et si vous voyez du blanc par-ci par-là dans les minéraux, c'est très certainement des feldspaths plagioclases. Alors, pas orthoclase, l'orthoclase ce serait rose, et puis on ne va pratiquement pas en trouver dans les basaltes. Hein. Maintenant, si vous prenez votre lame mince et vous regardez en lumière polarisée non analysée, eh bien vous allez avoir un minéral incolore avec des contours quelconques, ou bien vous allez avoir des baguettes subrectangulaires qui seront plus ou moins allongées. Alors, si l'aspect est souvent poussiéreux et altéré, ça vous donne un autre indice pour dire c'est sûrement des feldspaths. Et si vous avez quelques fines fissures perpendiculaires, rarement visibles au microscope, avec des clivages à 90 degrés, eh bien alors vous êtes presque sûr que c'est
des feldspaths, mais bon, vous allez confirmer en lumière polarisée analysée. Feldspath, on ne peut pas se tromper, hein. Vous avez des macles, en fait, on en va parler après, mais vous avez du gris foncé, du gris, du gris foncé, du gris plus ou moins clair, du blanc, du noir, et ça forme de grandes lignes parallèles les unes aux autres. Eh bien, vous avez en fait une macle polysynthétique, qui est l'association de plusieurs cristaux parallèles à l'allongement, et vous avez une alternance de lamelles claires et de lamelles foncées qui vous donne cette caractéristique qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous voyez un feldspath plagioclase. Donc voilà, concernant ce basalte, en fait, vous avez vu que au microscope polarisant, eh bien, il y avait 3 minéraux que vous pouviez trouver, de l'olivine, des pyroxènes et des feldspaths type plagioclase, et vous trouvez également dans cette roche en lame mince, dans cette lame mince de roche plutôt basalte, vous trouvez donc beaucoup de microlithes et puis de la pâte qui n'est absolument pas cristallisée, qui n'a même pas commencé à se cristalliser. Voilà, donc ça pour le basalte, qui est situé, je vous rappelle, à la superficie de la croûte, enfin au-dessus de la croûte océanique, mais enfin, qui constitue la croûte océanique évidemment. Sous cette couche de basalte, on a les gabbros, alors qui auront, on le verra après, la même composition chimique que les basaltes, sauf que au lieu que la texture soit microlithique, eh bien la texture elle est granuleuse, c'est entièrement grenu, il n'y a que des cristaux, il n'y a pas de microlithes et il n'y a pas de pâte amorphe, contrairement au basalte. Alors allons-y pour le gabbro, pour l'étude des minéraux. Alors on a dit que l'on trouvait de l'olivine, donc on ne va pas répéter tous les critères de l'olivine, puisqu'on a déjà décrit dans le basalte. On trouve également des pyroxènes, et on ne va pas décrire, et on trouve également des feldspaths plagioclase, et il n'y a pas de microlithes comme je vous ai dit. Autrement dit, c'est un petit peu normal. Tout à l'heure, on va comparer la composition chimique des basaltes et des gabbros, et on va voir que c'est exactement la même composition. Alors pourquoi est-ce que le basalte a une texture microlithique, et pourquoi est-ce que le gabbro a une texture grenue, entièrement cristallisée? Eh bien c'est simple. Lorsque vous aviez le magma en profondeur, si ce magma a remonté rapidement vers la superficie lors d'une éruption volcanique, eh bien vous avez du basalte qui s'est formé en surface. Le refroidissement a été rapide et donc l'espèce de pâte amorphe non cristallisée n'a pas eu le temps de se cristalliser, même pas un petit peu. Et par contre, lorsque il y avait une poche magmatique en fait en profondeur, une chambre magmatique en profondeur, eh bien ce magma a pu commencer à cristalliser entièrement, pas entièrement, mais un peu quoi, pour donner des cristaux qui sont un peu gros, un peu grands. Mais comme l'éruption volcanique est survenue, eh bien dans cette poche de magma, le reste n'a pas eu le temps de cristalliser entièrement. Alors que, et donc ça vous a donné la texture microlithique que vous avez vue au microscope polarisant. Donc avec des phénocristaux assez gros, des microlithes et de la pâte amorphe, alors que dans les gabbros, c'est la même composition chimique et c'est une texture grenue. Pourquoi? Parce que le refroidissement en profondeur a été lent et complet. Donc ça veut dire que vous avez des gros plutons de gabbros qui se sont formés. En fait, c'est une couche en fait de gabbros sous la couche de basalte qui s'est formée avec des cristaux qui sont les mêmes que ceux du basalte, mais qui ont grandi, qui ont pu croître entièrement du fait du refroidissement lent et total de ce même magma que celui du basalte. Voilà. Donc voilà pour la composition minéralogique des roches de la croûte océanique, basalte et gabbro. Alors passons maintenant à la composition. Alors on va parler des compositions chimiques après. Parlons maintenant de la composition minéralogique des granites. Pourquoi? Parce que les granites constituent la couche, donc la croûte continentale.
Granit. Alors, si on observe à l'œil nu le granit, bien, en fait, on va voir trois types, enfin, pas trois types, on peut en avoir plusieurs, mais on peut avoir donc globalement trois types de minéraux. On peut en avoir plus, hein, mais dans ce que je vais vous décrire, il y en aura trois, même si je vous parlerai de l'orthose qui aura une couleur rose et qui pourra constituer également certains granites, puisqu'on parle d'ailleurs quelquefois de granit rose. Là, granit blanc, ce seront des feldspaths. Bon, on va en parler après. Donc, lorsque vous observez à l'œil nu, vous observez en fait trois types de minéraux. On va commencer par le quartz. Alors, observons le quartz à l'œil nu et puis en microscope, au microscope polarisant. Alors, allons-y pour le quartz. Eh bien, le quartz, c'est un minéral en fait qui est trouvé dans beaucoup de roches. Dans beaucoup de roches. Pourquoi? Parce que le quartz, c'est de la silice en fait, SiO2, et que cette silice, on la retrouve un petit peu partout dans les roches. Voilà. Si vous observez à l'œil nu, eh bien, vous voyez une couleur, enfin, quelque chose qui est plutôt incolore, gris et blanc, un peu transparent, un peu translucide. Donc habituellement, incolore et gris et translucide. Voilà, ce sont les termes qui définissent l'observation du quartz à l'œil nu. Vous pouvez avoir également une couleur blanc laiteux. Alors, couleur blanc, est-ce que le blanc est une couleur? Mais vous pouvez avoir du rose, du jaune, dans le cas de la citrine. Si vous avez un quartz citrine, donc avec des impuretés. Violet dans le cas de l'améthyste, ou brun dans le cas du quartz fumé. Et vous avez quelquefois des éclats, enfin très souvent même, un éclat gras, comme si la surface était enduite de graisse, et vous avez, on dirait, du gros sel en fait. Bon, ça ressemble, donc à l'œil nu, hein, si vous voyez quelque chose qui ressemble à du gros sel. Et si vous avez un granit dans les mains, eh bien vous êtes pratiquement sûr, enfin si vous connaissez le granit, hein, évidemment, si vous avez une roche, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que c'est du granit, eh bien vous déduisez que c'est du quartz, ce que je viens de décrire. Maintenant, la lame mince. Donc vous utilisez toujours le microscope polarisant. Donc vous vous placez en lumière polarisée, non analysée, et vous allez voir donc quelque chose, donc des cristaux qui sont incolores avec quelques craquelures. Donc incolores, limpides et sans altération, pas de clivage, mais des craquelures qui sont relativement fréquentes. Donc, pas de clivage, hein, mais des petites zones de cassure. Alors, la forme peut être irrégulière, quelconque, ou vous avez quelquefois un grossissement hexagonal avec des crêtes relativement émoussées. Bon, c'est pas très compliqué à reconnaître, hein. On voit que c'est assez incolore, limpide, pas d'altération, plus ou moins grisâtre. Si vous regardez en lumière polarisée analysée, eh bien vous allez voir du blanc, du gris clair, du gris foncé, du noir. Bon. Et selon l'orientation, eh bien vous allez avoir ce blanc, justement, ce gris ou ce noir. L'extinction peut être roulante car il se déplace le long du minéral. Alors, l'extinction, hein, on rappelle, c'est donc vous orientez le minéral tel que plus aucune lumière ne peut parvenir à l'observateur, c'est-à-dire à vous. Et le minéral va apparaître donc noir en lumière polarisée analysée. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de substance, comme tout à l'heure dans le cas du verre volcanique, on avait du noir quand il y avait rien ou qu'il y avait une pâte amorphe. Mais là, c'est pas la même chose, hein. C'est dans le cas de l'extinction, vous avez vraiment des minéraux de quartz. Donc tout est jointif, hein, de toute façon, hein. C'est bien une texture grenue, hein. Il n'y a pas d'espace entre les cristaux. Donc voilà pour le quartz. Ensuite, toujours pour le granit, vous avez donc des minéraux qui sont... alors d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai fait une erreur. Si je vous ai dit qu'il y avait du pyroxène, je me suis trompé, hein. C'est pas du pyroxène, ce sont des micas. Alors, donc on peut avoir des micas noirs de type biotite dans les granites. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir reconnaître ce mica noir biotite
à l'œil nu? Eh bien, à l'œil nu, vous avez des paillettes noires assez brillantes. Donc c'est un minéral en lamelles ou en paillettes brunes foncées ou noires, hein, brillantes. Et vous avez un éclat métallique également. Bon, maintenant, alors si vous avez un granit dans les mains, si vous voyez du noir, plein de petits points noirs, c'est très certainement du mica noir de type biotite. Alors, si vous regardez en lumière polarisée non analysée, eh bien vous allez voir donc du brun, rougeâtre, du beige. Vous avez un minéral qui est fortement coloré, donc qui va du beige à brun rougeâtre, selon l'orientation du cristal. Et concernant la forme, eh bien la forme est souvent allongée avec de fines fissures parallèles dans le sens de la longueur, hein, dans le sens de la longueur, c'est-à-dire vous avez à ce moment-là un clivage. Alors, si vous regardez, bon c'est assez caractéristique en fait, hein. Si vous regardez en lumière polarisée analysée, eh bien vous allez avoir de très belles couleurs vives, jaune, vert, rouge, magenta, bleu, qui seront atténuées par la couleur naturelle qui est brun-vert du minéral. Et extinction droite, direction d'extinction correspondant à l'une des directions d'allongement. Vous pouvez avoir quelquefois des inclusions de zircon. Ça veut dire si vous voyez des petits points, des petites inclusions, si c'est du zircon, enfin c'est du zircon sans doute, et là vous pouvez pratiquement certifier également que c'est du, enfin grâce aux autres critères en plus, hein, que c'est très certainement du mica noir. Donc voilà, donc vous avez déterminé dans le granit, vous avez déterminé donc le quartz, le mica, et maintenant il faut voir les feldspaths. Alors on y va pour essayer de trouver des feldspaths. Alors feldspath, vous pouvez avoir deux types de feldspaths dans les granites. Feldspath potassique ou feldspath plagioclase. Alors tout à l'heure on a décrit les plagioclases. Alors est-ce que c'est vraiment la peine de les redécrire encore? Eh bien non, je ne vais pas les décrire. Sauf qu'à l'œil nu, donc vous avez toujours un minéral blanc ou gris clair, souvent subrectangulaire, translucide à mat avec, on dirait donc, c'est blanc en fait. Si vous regardez en lumière polarisée analysée, non analysée et en lumière polarisée analysée, on l'a décrit tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Simplement, vous avez une macle polysynthétique qui est une alternance de blanc, de noir, de gris, formant des lignes parallèles, et là, on ne peut pas se tromper. Intéressant par contre, dans ce quartz, dans ce granit, vous pouvez avoir, alors, si vous avez donc du quartz, des micas et du feldspath plagioclase, eh bien vous avez ce que l'on appelle le granit blanc. Voilà. Enfin, on peut dire mais si vous avez du rose, ça veut dire que c'est du granit rose et qu'à ce moment-là, vous avez des feldspaths potassiques et non pas des feldspaths plagioclase. Alors, quelles sont les caractéristiques du feldspath potassique? Si vous regardez à l'œil nu, eh bien vous allez avoir une couleur rosée subrectangulaire. Donc le minéral est blanc, jaunâtre ou rosé et souvent subrectangulaire. Et vous avez un aspect moiré, c'est-à-dire aspect de marbre un petit peu, ou vitreux éventuellement. En lumière polarisée non analysée, eh bien vous avez une couleur, enfin des espèces de baguettes rectangulaires qui sont incolores avec souvent un aspect sale, poussiéreux, qui est lié à l'altération. Et vous avez des sections, souvent en baguette, parfois avec des contours rectangulaires. Alors là, c'est pratiquement impossible de se tromper, mais c'est pas évident. Vous allez confirmer en lumière polarisée analysée que c'est bien des feldspaths alcalins, donc de type orthose et microcline éventuellement. Donc vous avez du blanc, du gris, du noir, avec des baguettes liées à l'altération, avec des impuretés liées à l'altération, pardon. Et puis vous avez présence fréquente de deux moitiés de cristal séparées qui forment une macle que l'on appelle la macle de Carlsbad, que l'on trouve chez l'orthose. Donc c'est de l'orthose. Et d'une macle quadrillée pour le microcline. Bon. Donc si vous avez une macle de Carlsbad,
Ça veut dire que vous avez une couleur grise par exemple d'un côté et de l'autre côté vous avez une couleur blanche. Donc ça veut dire que vous avez deux lignes qui forment cette macle de Carlsbad et là vous ne pouvez pas vous tromper, c'est de l'orthose. Bon. Donc voilà, donc là on a déterminé la structure, enfin les minéraux plutôt constituant le granit, hein, donc là on a pu trouver donc du quartz, des micas, donc mica type biotite, et puis des feldspaths qui peuvent être soit des feldspaths plagioclases, soit des feldspaths orthoclases. Bon, voilà, il nous reste une chose à voir, et bien c'est la composition chimique des roches de la croûte océanique et roches de la croûte continentale. Commençons par la composition chimique des basaltes et des gabbros, puisque ces deux roches forment la croûte océanique. Commençons par la composition chimique des roches de la croûte océanique, basalte et gabbro. Alors, si on regarde, déjà c'est la même composition chimique. Alors, je vais vous décrire. Je ne vais pas vous dire exactement toutes les valeurs, mais on a l'oxygène, silice, donc silicium, aluminium, fer, magnésium, calcium, sodium, potassium. Alors, si on regarde bien, eh bien, les proportions de chacun de ces atomes sont exactement les mêmes. Alors, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la composition chimique du basalte et la composition chimique du gabbro concernant le fer et le magnésium, eh bien on s'aperçoit qu'il y en a plus que dans le granit. Le granit, il y a 2,2 et 0,5 pour le magnésium, alors qu'on a 8,3 et 3,8 pour le basalte et le gabbro. Alors c'est pour cette raison qu'on dit que ce sont des ferromagnésiens en fait. Et l'autre, concernant le granit, c'est plutôt calco-alcalin. On parle de roches calco-alcalines ou ferromagnésiennes. Bon, on ne va pas détailler tout, hein. On s'aperçoit que dans les deux cas, il y a beaucoup d'oxygène et de silicium, 43 et 23 respectivement pour l'oxygène et le silicium, donc pareil pour le basalte et le gabbro. Et concernant le granit, eh bien on a 47 et 32 pour l'oxygène et le silicium. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de silice, de silicates. Et d'ailleurs, ce sont des silicates, tous ces minéraux qui contiennent de la silice. Donc voilà, donc si on fait le bilan concernant la croûte océanique et la croûte continentale, eh bien, on s'aperçoit que les roches, en fait, diffèrent par leur composition chimique et par leur composition minéralogique. Alors, peut-être faire un dernier bilan. Un peu de repos, ça ne fera pas de mal. Alors, donc, on a essayé de comprendre en fait quelles sont les principales roches de la croûte terrestre. La croûte terrestre, ça veut dire la croûte continentale et la croûte océanique. Donc nous savons que la distribution bimodale des altitudes observées entre les continents et les fonds océaniques, que nous avons vu lors du cours précédent, reflète un contraste géologique qui va se retrouver dans la nature des roches et dans leur densité. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, en fait. Donc, on a pu effectuer des mesures de densité sur des roches continentales et océaniques. On a pu mener une observation comparative des roches des croûtes océaniques et continentales, notamment avec la composition minéralogique et chimique et la structure minéralogique des roches. Donc, l'étude pétrographique donc de ces roches concernant la croûte océanique, c'est-à-dire basalte et gabbro, et concernant la croûte continentale, granit, a pu nous donner des informations très importantes quant à la nature de ces roches. Donc nous avons pu mesurer la densité des roches et une méthode
relativement précise mais indirecte a permis de mesurer l'augmentation de masse lors de l'introduction de l'échantillon de roche dans un récipient d'eau qui était sans contact avec le récipient, ni par le fond, ni sur les côtés. Et cette augmentation de masse obéissait à la règle, au principe en tout cas d'Archimède, correspondant au volume d'eau déplacé. Donc il correspondait au volume d'eau déplacé en prenant comme masse volumique de l'eau 1 gramme par litre, en fait, 1 gramme par millilitre plutôt, pardon, et donc au volume de l'échantillon. Et donc correspondait au volume de l'échantillon. Donc après mesure de la masse de l'échantillon, eh bien on a calculé la masse volumique, puis on a déduit la densité qui était la masse volumique mais sans unité. Et un tableau de résultats a permis de ranger donc les valeurs et de calculer en fait cette densité. Alors bien entendu les résultats peuvent varier d'une roche à l'autre et selon l'endroit de recueil des roches évidemment. Bon. Et ensuite donc, nous avons essayé de déterminer quelques éléments informatifs concernant la texture d'une roche qui suggérait que l'on pouvait observer une roche à l'œil nu et au microscope polarisant. Et ensuite donc nous avons fait le détail de ces 3 roches que l'on a étudiées sous 3 aspects. L'aspect de l'échantillon, donc que l'on a observé à l'œil nu, et l'aspect de la lame mince que l'on a observé en lumière polarisée non analysée et en lumière polarisée analysée. Voilà, donc nous avons parlé de texture des roches, de composition minéralogique, de composition chimique. Donc si on résume globalement au niveau de la croûte océanique, les roches magmatiques sont du basalte et du gabbro. La densité c'est environ de 3 à peu près. Composition minéralogique des roches de la croûte océanique, donc c'est pyroxène, plagioclase, et puis on a vu qu'il y avait également de l'olivine. Et la composition chimique, donc ces roches sont riches en oxygène et silice, et silicium qui forment la silice, en aluminium, en fer, en magnésium, ce sont des ferro-magnésiens. Et la texture était microlithique pour le basalte et elle était grenue pour le gabbro. Concernant le petit bilan de la croûte continentale, donc la roche magmatique c'était un granit, la densité c'était globalement 2,7, la composition minéralogique c'était du quartz avec des feldspaths qui étaient de type plagioclase ou orthoclase et des micas qui étaient de type biotite. Concernant la composition chimique, eh bien, le granit est riche en oxygène, silicium, aluminium, potassium, également sodium, calcium, etc. Bon, on a ce qu'on appelle les calco-alcalins, alors qu'on avait plutôt des ferro-magnésiens dans les observations, dans les roches océaniques. Et la texture du granit est bien entendu une texture grenue. Bon, voilà, donc nous avons fait le tour de ce cours qui était quand même peut-être assez pénible lors de la description des roches, c'est pas toujours évident, mais bon, vaut mieux passer par là, et puis ensuite vous savez reconnaître les roches. Bon, alors après évidemment, j'ai pas montré de photos, mon cours c'est uniquement basé sur l'explication. C'est à vous après, lorsque je vous explique quelque chose, eh bien de prendre des documents, de regarder et puis de faire la correspondance avec ce que je vous dis. Donc quelles sont les caractéristiques des roches des croûtes océaniques et continentales? Principales roches de la croûte terrestre, donc ce sont, on répète, donc basalte et gabbro concernant la croûte océanique, granit globalement concernant la croûte continentale. Le cours est terminé. Merci. Bon, le cours est terminé. Je crois que j'ai battu les records aujourd'hui. Je crois que j'ai battu les records. Alors pour la photo, non, c'est pour la photo,